Bonjour et bienvenue dans La Voix de l'Être, le podcast qui vous invite à explorer votre monde intérieur, à la fois émotionnel, énergétique, spirituel et conscient, mais aussi tout ce qui nous relie aux autres, à l'univers, pour reprendre pleinement le pouvoir de notre vie. Je m'appelle Alex Béauchat, je suis psychopraticien, énergéticien et activateur de potentiel par la numérologie stratégique. Au quotidien, je vais accompagner celles et ceux qui traversent des périodes de doute, de flou, de mal-être, qui sont en quête de sens et qui font le choix d'aller à la rencontre d'eux-mêmes. Je les aide à ouvrir un chemin de connaissance d'eux-mêmes, d'apaisement intérieur et de libération de leurs blocages pour permettre une transformation profonde et durable et l'accomplissement de leur être. Pour cette deuxième saison, je vous invite à poursuivre le voyage d'éveil et de réalisation entamé lors de la première saison et de découvrir des clés pour avancer en harmonie avec vous-même, avec les autres et avec l'univers. Si vous n'avez pas encore écouté la première saison, je vous encourage à la découvrir pour enrichir votre chemin. Alors installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et votre cœur et laissez-vous guider sur la voie de l'être. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis heureux de vous retrouver pour cette deuxième saison et pour démarrer la rentrée, je vous propose de plonger ensemble dans un sujet qui nous concerne tous sans exception, le temps. Ce drôle de compagnon qui rythme nos vies, qui parfois nous file entre les doigts comme du sable et qui d'autres fois semble s'étirer à n'en plus finir. J'imagine que vous l'avez déjà sûrement remarqué, une heure n'a pas toujours la même saveur. Parfois elle passe en un éclair et parfois elle nous paraît interminable. Et pourtant, objectivement, c'est toujours 60 minutes. Alors, qu'est-ce qui fait la différence ? Eh bien, dans cet épisode, nous allons explorer plusieurs facettes du temps. Le temps psychologique, celui que notre mental étire ou contracte, le temps qui est vécu dans des états de conscience qui vont être différents, comme par exemple nos rêves, nos moments de flow, mais aussi le rapport que nous entretenons avec lui au quotidien et comment parfois nous devenons ses esclaves, et aussi et surtout comment nous pouvons au contraire en faire un allié. Mon objectif aujourd'hui, en fait, c'est pas de vous donner une recette magique pour gagner du temps, parce que le temps, en fait, on le gagne et il le perd vraiment, mais plutôt de vous inviter à changer de regard, de découvrir comment habiter le temps autrement pour qu'il devienne une ressource, une énergie, un espace qui nous nourrit plutôt qu'un poids qui nous écrase. Alors installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration et entrons ensemble dans ce voyage au cœur du temps. Alors le temps, j'imagine que vous aussi, vous avez déjà eu plusieurs fois cette impression de courir après lui. D'ailleurs on dit sans cesse j'ai pas le temps, je manque de temps, faut que je me dépêche, un peu comme si on était sans cesse en train de courir après le temps. Le temps au final il est devenu comme une sorte de monnaie invisible, on va le planifier, on le compte, on le chronomètre. D'ailleurs on a même créé dans le travail des comptes épargne-temps, comme si on pouvait mettre le temps de côté pour l'utiliser plus tard. Nos journées, elles vont ressembler souvent à un programme un peu automatique. On se lève, on déjeune, on va au travail, on prend les transports, on a des rendez-vous, on rentre, on mange, il y a les devoirs, éventuellement des enfants, on prend une douche, et on va se recoucher et ça recommence jour après jour. Un peu comme si on était tous coincés sur un immense tapis roulant qui avance, qu'on le veuille ou non. Et en fait, on doit suivre la cadence, parfois sans même savoir où on va et pourquoi on le fait. Et parfois, à la fin de la journée, on se demande, mais est-ce que j'ai vraiment vécu aujourd'hui ? Ou bien est-ce que j'ai seulement coché des cases sur une liste qui semble interminable ? Et puis, il y a ce fameux mois de septembre, la rentrée, et c'est pas par hasard que je vous propose ce podcast sur le temps aujourd'hui en septembre. En fait, en rentrée, on appuie sur le bouton reprise à plein régime. Les enfants vont à l'école, il y a les devoirs qui reprennent, les activités à gérer, le travail qui repart de plus belle après s'être calmé pendant l'été. En fait, on a un peu les pieds dans les starting blocks et on attend le coup de feu de départ de la course et au final, tout le monde se dit « mais j'ai pas le choix, c'est la rentrée ». Mais si jamais on prend 2 secondes pour réfléchir, est-ce que réellement, parce qu'on est en septembre, ça nous demande vraiment plus d'action qu'en février, en avril ou en novembre ? En fait, pas vraiment, parce que en février, en avril, en novembre, en octobre, les enfants vont toujours à l'école. Il y a toujours les devoirs, il y a toujours le travail, il faut toujours manger, faire les lessives, les courses, les activités sont toujours là. En fait, la seule différence qu'il y a, c'est un décalage qui est énorme avec l'été en septembre. Pendant l'été, on a ralenti, le travail s'est calmé, la France fonctionne un peu au ralenti l'été. On a respiré, on a pris du temps pour soi, on est parti.
Et d'un coup, en septembre, on se remet à courir dans tous les sens, un peu comme si c'était une course qui nous était imposée. Et c'est un peu comme passer brutalement d'une balade tranquille au bord de l'eau à un sprint dans un stade, et l'écart est violent. Et cette année, cette précipitation va être encore plus contre-productive si on prend l'éclairage de la numérologie stratégique. On est en 2025, donc en année universelle 9. Et le mois de septembre est lui aussi, du coup, un mois universel 9. Un double 9, quelque part, donc. Et ça concerne tout le monde, puisqu'en fait, c'est le mois et l'année universelle. Je vous invite d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, à réécouter la dernière partie de mon podcast consacré à la numérologie stratégique, où j'explique en détail ce que la vibration du 9 vient nous proposer en 2025. Mais pour rester dans notre sujet d'aujourd'hui, en fait, voilà ce que ça va signifier. Le 9, c'est une énergie de clôture, de bilan, mais aussi de repos. Il nous invite à souffler, à récupérer, à se délester de ce qui est trop lourd. Et peut-être que vous le ressentez déjà en fait, une fatigue qui est un peu plus présente que d'habitude, une envie de ralentir. Eh bien c'est normal et c'est même sain, il faut l'écouter. Pourquoi ? Parce que l'année prochaine, on va entrer en année universelle 1, qui va être une énergie beaucoup plus yang, qui va être tournée vers le démarrage, vers l'action, les nouveaux cycles, qui va nous demander du coup un petit peu d'énergie. Et cette énergie 1, en fait, on va commencer à la sentir arriver dès le mois d'octobre, puisque lui aussi, il sera en vibration 1. En clair, en fait, septembre, c'est une invitation à lever le pied, à se reposer pour recharger les batteries avant le grand mouvement de l'année qui va venir bientôt. Et puis, au-delà de ce temps où on court, parfois, on a l'impression que le temps nous joue un autre tour. Il ne file plus du tout, au contraire, il s'alourdit. On se retrouve comme coincé dans un moment qui nous semble interminable et où on ne sait pas quoi en faire en fait. Alors on dit on va tuer le temps. C'est d'ailleurs drôle parce qu'en fait quand on y pense, c'est un peu comme si le temps d'un seul coup était devenu un ennemi à abattre. Alors qu'en réalité ça veut surtout dire qu'on ne sait pas comment habiter cet espace qui s'ouvre devant nous. Donc, et plutôt que de le vivre, on cherche à s'en débarrasser un petit peu comme si ce cadeau qui nous était offert, ce vide disponible qu'on pourrait remplir, se transformait en fardeau. Et du coup, au vu de tout ça, il y a une question qui se pose. Au final, est-ce que le temps qu'on a, en fait, est-ce qu'il est vraiment le même pour tout le monde ? Est-ce qu'une heure est vécue de la même façon par chacun de nous ? Alors, je pense que vous avez déjà un peu la réponse, évidemment non. Parce que le temps, c'est pas seulement ce qui nous rappelle les aiguilles d'une montre, le temps, c'est aussi ce qu'on ressent intérieurement, et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'en fait, ce temps vécu, ce temps, on peut dire psychologique, n'obéit pas du tout aux mêmes règles. Et vous l'avez sûrement remarqué, parfois le temps semble s'étirer, parfois il semble se contracter. Il peut sembler passer à une vitesse folle ou au contraire traîner comme une éternité. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu maintenant ensemble, un petit peu le mystère du temps ressenti. Alors, je vais prendre des exemples concrets qui vont vous parler. Par exemple, une heure dans une salle d'attente sans rien faire, chez le médecin. Voilà, par exemple. Chaque minute semble s'étirer, elle semble peser comme si tout le temps jouait contre nous. On regarde l'horloge toutes les 2 minutes, on est persuadé qu'un quart d'heure est passé, et en fait non, il y a à peine 2-3 minutes qui sont passées. A l'inverse, quand vous passez une heure avec quelqu'un que vous aimez, ou que vous êtes plongé dans une activité qui vous passionne, le temps il disparaît comme si en fait cette période n'avait duré que quelques instants, cette heure n'a duré que quelques instants, alors que sur le papier c'est exactement la même durée que l'heure d'attente dans la salle d'attente du médecin, c'est 60 minutes. Moi, je sais ce qui m'a toujours frappé depuis longtemps et qui m'avait interpellé il y a plusieurs années, c'est un peu la route des vacances. À l'aller, on est un peu tendu vers la destination, on est impatient d'arriver, on compte les kilomètres, on guette les panneaux, un peu comme si ça pouvait accélérer l'arrivée, et résultat, la route nous paraît interminable. Alors qu'au retour, on a beau avoir la même distance, le même temps globalement, alors ça va dépendre des embouteillages bien sûr, mais le même temps, et pourtant, ça nous paraît beaucoup plus court. Pourquoi ? En fait, c'est parce que finalement, sur ce retour, on n'est plus en train de compter ce qui nous manque, c'est-à-dire cette arrivée, le temps qui nous sépare de l'arrivée. En fait, on est encore baigné dans les souvenirs, on a la tête ailleurs et le temps semble passer plus vite. Puis il y a aussi cette autre situation que vous connaissez, que vous avez sans doute expérimenté déjà. En fait, vous rentrez chez vous et vous n'avez qu'une heure avant de repartir. Et du coup, sur cette heure-là, vous essayez de caser plein de choses, de ranger, de répondre à 2 mails, plier le linge, lancer une machine, manger un petit bout. Et au final, vous avez l'impression d'avoir couru partout pour rien faire vraiment, vous n'avez pas réellement fini les tâches que vous aviez commencées. Alors que si vous aviez tout l'après-midi devant vous, sans contrainte horaire, sans pression particulière, eh bien les mêmes tâches, voire même un petit peu plus, vous arriveriez sans aucun problème à les faire tenir en 1 heure. Mais cette fois, ce serait aussi beaucoup plus fluide. Alors,
qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi deux personnes dans une même soirée peuvent vivre une perception de temps totalement opposée? Pour certains, ça passe trop vite et pour d'autres, c'est interminable et ils s'ennuient à mourir. Eh bien, c'est là que ça devient intéressant, moi, je trouve. Parce que le temps de l'horloge est le même pour tous, mais le temps perçu, le temps ressenti, lui, est unique. C'est un temps psychologique qui est sculpté quelque part par notre cerveau, qui peut être influencé par l'âge, par nos émotions, notre attention, et même notre état de conscience. Alors, prenons l'âge d'abord. Pour un enfant de 5 ans, une journée va représenter une fraction énorme de sa vie, c'est environ 5%. Alors que pour un adulte de 40 ans, cette même journée va représenter à peine 0,6% de sa vie. Donc forcément, lui, l'enfant, il va percevoir ce temps comme interminable, là où l'adulte, lui, le voit filer. Donc du coup, attendre Noël, l'été, son anniversaire, ça lui paraît être une éternité, c'est un pourcentage énorme de sa vie, puisqu'il a vécu beaucoup moins longtemps. Tandis que pour l'adulte, au contraire, tout semble défiler à toute vitesse. Et c'est peut-être quelque part pour ça que les enfants nous semblent particulièrement impatients. Alors, il n'y a pas que ça, mais je pense que ça peut jouer. Après, il y a aussi tout ce qui touche à l'attention et aux émotions. Quand vous vous ennuyez, en fait, vous surveillez le temps. Votre cerveau n'a pas grand-chose à enregistrer, et chaque minute paraît lourde parce qu'en fait, il s'ennuie. A l'inverse, quand vous êtes complètement absorbé par une activité ou un moment intense, vous ne regardez plus l'horloge, et vous vivez tout simplement et le temps file. D'ailleurs, si vous êtes déjà allé dans des casinos, dans la partie d'entrée ouverte facilement à tout le monde sans avoir besoin d'être en costume, cravate ou en robe de soirée, là où il y a les machines à sous, vous ne trouverez aucune horloge. Et très souvent, vous ne vous rendez pas compte, moi j'en ai déjà fait l'expérience et j'ai trouvé ça très intéressant. En plus, on vous met une musique qui permet de bloquer un peu le cerveau. En fait, vous ne vous rendez absolument pas compte du temps qui passe et vous n'avez pas le moyen de pouvoir le vérifier, sauf si vous regardez sur votre montre ou sur votre téléphone. Et puis, il y a un facteur qui change énormément notre rapport au temps, c'est le stress. Et ça, le stress, on le vit tous. On va prendre d'abord le stress aigu. Imaginez que vous évitiez de justesse un accident en traversant la rue. Durant ces quelques secondes qui se sont passées, votre cerveau va basculer en mode survie. L'adrénaline va se libérer, vos sens vont s'aiguiser et chaque détail s'imprime. La couleur d'une voiture qui passe, le bruit des freins, même le battement de votre cœur. Sur le moment, vous avez presque l'impression que tout s'est déroulé au ralenti. Et quand vous y repensez ensuite, c'est comme si l'événement avait duré bien plus longtemps que ce qu'indique l'horloge en réalité. Moi, j'ai personnellement déjà vécu ça dans une chute, où je me souviens des détails de la chute, comme dans les films, quand on vous passe au ralenti, alors que techniquement, je sais que c'est pas possible. Alors pourquoi ça arrive? Parce que notre cerveau, à ce moment-là, rentre en hyperactivation, et il enregistre un nombre énorme de détails à la seconde. Et plus la mémoire va retenir d'informations, plus après coup, le souvenir va nous paraître long. En réalité, c'est une illusion, mais une illusion qui est utile, c'est une forme de mécanisme de survie, puisque quand la vie est en jeu, il vaut mieux traiter vite et retenir un maximum d'éléments pour pouvoir s'adapter le mieux possible à l'environnement. Par contre, le stress chronique, lui, il va faire exactement l'inverse. Quand il va le durer dans le temps, le cortisol va s'accumuler et va perturber quelque part la mémoire. Le cerveau va encoder moins bien les détails, les journées vont s'enchaîner, mais en fait, elles laissent peu de traces. Résultat, on a la sensation que le temps file, certes, mais dans le vide, un peu comme si les jours passaient sans densité et sans véritable épaisseur. Alors, à première vue, ça peut sembler un petit peu paradoxal, parce que je vous disais tout à l'heure que l'ennui faisait paraître le temps interminable, tandis qu'une activité passionnante le faisait filer, et pourtant dans le cas du stress, c'est pas la même chose. Et c'est là que la distinction devient intéressante, parce qu'en fait, il faut différencier le ressenti du temps et la perception du temps. Alors, la perception du temps, c'est ce qu'on va reconstruire après coup. En fait, elle va dépendre de la mémoire et du nombre de détails que le cerveau a enregistrés. Par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure, lors du stress aigu, le cerveau se met en suractivité et il va encoder énormément d'informations, chaque geste, chaque son, chaque image, et plus il y a d'informations à retenir, plus l'événement semble avoir duré longtemps, même si objectivement il n'a duré que quelques secondes. Et du coup, quand vous repensez à la scène, elle vous paraît beaucoup plus longue qu'elle n'a été en réalité. C'est un peu ce qu'on peut appeler une dilatation du temps qui existe, mais qui existe surtout dans nos souvenirs. À côté, le ressenti du temps, lui, c'est ce qu'on vit sur le moment. C'est l'expérience immédiate de l'écoulement du temps. Quand on est plongé dans une activité passionnante, absorbé dans ce qu'on peut appeler le flow, vous ne voyez pas le temps passer, il file à toute vitesse.
À l'inverse, quand vous vous ennuyez ou que vous êtes anxieux, en attendant quelque chose, votre attention se fixe justement sur le temps qui s'écoule et là, chaque minute devient interminable. En clair, dans l'instant, le temps peut sembler filer ou s'allonger selon notre attention et notre état émotionnel, mais dans nos souvenirs, c'est la richesse ou la pauvreté des détails enregistrés qui donne l'impression d'une durée plus longue ou au contraire beaucoup trop courte. C'est pour ça que le temps peut nous sembler paradoxal, alors qu'en réalité il ne l'est pas. Il se sculpte différemment selon que l'on vit sur le moment ou ce dont on se souvient après. On va parler maintenant des états de conscience modifiés parce que là c'est intéressant, les choses elles changent aussi un petit peu. En fait, pendant ces moments-là, notre cerveau va changer de mode de fonctionnement quelque part et avec lui, notre rapport au temps va se transformer complètement. On va prendre un premier exemple, les rêves. Alors tout le monde ne se souvient pas des rêves, mais je pense que tout le monde peut-être s'en est souvenu au moins une fois dans sa vie. Dans cette partie du sommeil paradoxal, celui où l'on rêve, le cerveau, lui, est en pleine activité quelque part, mais les zones qui gèrent la logique et la chronologie, elles vont se mettre un peu plus en veille. Résultat, le temps des rêves ne ressemble absolument à rien au temps réel. Vous pouvez rêver d'une aventure qui semble durer des heures, voire une journée, voire plus, alors qu'en réalité, le rêve n'a duré que quelques minutes. Et puis dans nos rêves, tout peut s'enchaîner sans aucune logique. On est enfant, puis adulte, et puis ailleurs, sans transition, un petit peu comme si notre cerveau fabriquait son propre temps et ses propres règles. Une autre expérience, en fait, la méditation ou les pratiques de pleine conscience. Quand vous entrez dans cet état de pleine conscience ou de méditation, le flux de vos pensées va ralentir. Vous êtes pleinement conscient à l'état présent et donc votre mental se calme parce qu'il ne peut plus voyager dans le passé ou dans le futur. Votre attention va être alors dirigée avec une intensité importante sur chaque sensation, chaque respiration, chaque émotion à l'instant présent et le cerveau lui va encoder du coup plus de détails, ce qui le conduit à avoir une perception du temps plus importante. Et plus vous êtes attentif, plus chaque instant devient riche, presque dense. Résultat, le temps semble s'étirer et parfois vous avez l'impression que quelques minutes se sont étirées comme des heures. Parfois même le temps disparaît complètement, comme si vous étiez dans un espace hors du temps. On va retrouver un phénomène un peu proche avec l'hypnose. Il y a beaucoup de personnes qui en font l'expérience et qui disent avoir perdu la notion du temps pendant la séance, ou une séance par exemple de 45 minutes peut leur sembler avoir duré 10 minutes, ou à l'inverse une éternité. Alors, pourquoi ? C'est potentiellement parce que dans cet état modifié de conscience, l'attention elle va se focaliser différemment. Parfois, elle va se concentrer intensément sur un point précis, et puis parfois, elle s'élargit, elle se diffuse, voire elle fond un petit peu. Et dans les deux cas, le cerveau ne va pas encoder le temps comme d'habitude. Il va enregistrer moins de repères ou au contraire des impressions très riches mais difficiles à situer. C'est un petit peu ce qu'on peut appeler une forme de distorsion temporelle. Et elle peut même être amplifiée par la suggestion du thérapeute, comme par exemple quand il demande au patient de percevoir une douleur comme passant plus vite. Et ça fonctionne parce que la conscience du temps ordinaire est mise entre parenthèses. Et puis après, vous avez aussi des expériences avec certaines substances psychédéliques, comme le LSD par exemple, ou d'autres peut-être plus thérapeutiques et accompagnées. Et là, la perception du temps est souvent complètement bouleversée. Pour certains, tout ralentit, chaque seconde devient une éternité, on voit les mouvements se décomposer, pour d'autres, au contraire, tout s'accélère. Certains disent même avoir eu l'impression que le temps s'était arrêté ou qu'ils vivaient en dehors du temps, un peu comme dans une forme d'éternité suspendue. Alors, comment on pourrait expliquer ça ? Quelque part, ces substances vont modifier profondément des choses au niveau de notre cerveau, c'est pour ça que c'est excessivement mauvais et dangereux. Et elles modifient notamment la communication des fois entre les réseaux cérébraux qui vont gérer la conscience de soi, la mémoire, les émotions. Résultat, notre calendrier mental habituel, il se brouille complètement. La séquence passé, présent, futur, ça n'existe plus et on vit chaque instant avec une intensité telle que la mémoire donne ensuite l'impression d'un temps complètement dilaté. A contrario, il y a aussi ce qu'on appelle du coup ce fameux état de flow. Vous savez, le moment où vous êtes tellement absorbé par ce que vous faites en train d'écrire, de jouer d'un instrument, de peindre, que vous perdez toute notion du temps. Vous commencez à 14h et la prochaine fois que vous regardez l'horloge, il est 18h. Et vous avez l'impression qu'il n'y avait qu'une heure qui s'est écoulée alors que l'après-midi entière a défilé. Et à l'inverse, une action courte mais très intense peut sembler incroyablement dense parce que vous étiez totalement présent. Vous voyez, ce qui est frappant, en fait, c'est que tout ça, que ce soit le stress aigu, l'ennui, le flow, la méditation, les rêves, ça nous montre une chose essentielle, c'est que le temps n'est pas un objet extérieur qu'on subit comme une horloge qui tournerait au-dessus de nos têtes. Non, en fait, le temps, c'est une expérience vivante,
fabriqué en partie par notre cerveau et modelé en permanence par nos émotions, notre attention et notre état de conscience. En clair, on ne vit pas le temps, on vit quelque part notre temps. Un temps qui peut s'étirer comme un élastique ou au contraire se contracter, disparaître un instant ou même exploser en 1000 fragments. En fait, tout dépend de la manière dont on va l'habiter. Alors oui, objectivement, 1 minute reste toujours 1 minute, quoique, mais subjectivement, elle peut être une éternité ou au contraire un éclair. Et c'est là toute la beauté de cette expérience intérieure qu'est le temps, parce qu'il n'est pas seulement une donnée physique, en fait il est une création aussi de notre conscience qui change sans cesse en fonction de l'âge, de l'attention, des émotions, de l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Alors du coup, si le temps qu'on vit, c'est pas une donnée figée, mais une expérience intérieure, ça peut amener à se poser une autre question en fait. Est-ce que le temps en lui-même, c'est pas quelque chose de moins simple que ce qu'on croit ? Parce qu'au fond, en fait, cette idée de temps comme une ligne qui file seconde après seconde, elle n'est pas forcément universelle. C'est une manière de le voir, mais c'est pas la seule. Alors, que ce soit au niveau des cultures, des époques, ou selon ce que les sciences modernes nous apprennent, le temps, en fait, va prendre des visages très différents, tantôt linéaires, tantôt cycliques, parfois éclatés, ou comme dans certaines théories de la physique quantique, par exemple. Et du coup, après avoir exploré ce temps psychologique, fait de ressenti, de perception, on va essayer de plonger un petit peu dans ces différentes visions du temps pour voir comment chacune peut façonner notre rapport au monde et à nous-mêmes. Alors jusqu'ici, on a beaucoup parlé du temps vécu, ce temps psychologique, mais qu'est-ce qu'il en est en fait du temps un peu plus objectif, si on peut dire, celui que peut-être les cultures, les philosophies, les sciences essaient de définir depuis toujours ? Eh bien en fait, là aussi, il y a plusieurs manières de voir le temps. Quand on parle du temps, il y a d'abord 2 grandes visions qui nous viennent en premier. La première, si je puis dire, c'est le temps linéaire. C'est celle qu'en Occident on connaît le mieux. On imagine le temps comme une ligne droite, un début, une fin, et entre les deux, une succession d'événements. C'est l'idée qu'il y a un avant et un après, et que le temps file comme une flèche qui va toujours dans la même direction, du passé vers le futur, sans aucun retour possible. Chacun du coup avance dans une vie où chaque instant est unique, chaque minute qui passe est perdue à jamais. Le passé est derrière, le futur reste à construire, il est devant. Et c'est cette idée qui structure notre vie quotidienne. On naît, on grandit, on vieillit, et un jour, la ligne s'arrête. Et on apprend dès l'école d'ailleurs avec les frises chronologiques en histoire, ou quand on planifie nos rendez-vous dans un agenda, le temps linéaire. Et cette vision, elle a des avantages parce qu'en fait, elle nous pousse à avancer, elle nous projette, elle nous aide à agir. C'est elle qui nous donne cette sensation d'urgence, de ne pas perdre de temps, de gagner du temps, de remplir nos journées, et sans elle, il nous semblerait peut-être plus difficile d'organiser une société moderne, de progresser, d'inventer, de bâtir des projets. Mais elle a aussi son revers parce que si le temps est une ligne qui s'écoule et disparaît à jamais, alors chaque seconde qui passe peut devenir source de stress. Le sentiment qu'il faut toujours courir après quelque chose, parce que ce moment-là, on ne le reverra plus jamais. Et puis, face à cette vision linéaire du temps, il y a une autre manière de l'habiter, le temps cyclique. Là, le temps n'est plus une ligne droite dirigée, mais plutôt un cercle, une sorte de ronde, une danse infinie où tout revient, renaît, se répète. C'est une vision du temps qui reste assez courante, et on la retrouve beaucoup dans la nature, avec les saisons qui s'enchaînent de façon cyclique, la lune qui renaît chaque mois, qui décroît et qui recroît, les jours qui succèdent aux nuits, la vie qui meurt et refleurit à chaque printemps, mais aussi les cycles des réincarnations. Et dans notre quotidien aussi, on vit ce cycle, les anniversaires, les fêtes, les rituels familiaux qui reviennent chaque année et marquent le temps d'une façon circulaire. Dans cette vision, de temps cyclique, rien n'est vraiment perdu, parce que tout revient, tout se répète, tout renaît. Le passé et le futur s'entrelacent un petit peu dans une danse infinie. Par exemple, quand on jardine, on sait qu'après l'hiver, où on ne peut rien faire, viendra forcément le printemps, qu'il faut que la terre se repose, et puis elle va pouvoir redonner. Et dans cette vision où rien n'est perdu, tout revient sous une autre forme. Le temps cyclique, du coup, il nous invite quelque part à changer de regard intérieur. Au lieu de courir sans cesse vers le futur, il nous apprend la patience et la confiance. Il nous relie au rythme profond de la vie, celui des saisons, de la nature, des cycles qui reviennent toujours en nous. Et dans cette vision, même les périodes de crise ou de déclin, elles ne sont jamais définitives, puisqu'en fait elles sont qu'une étape, comme l'hiver qui prépare au printemps. Et ce regard de temps cyclique, il peut nous permettre de lâcher prise, de se dire, oui, ce moment il est difficile, mais il passera parce que
tout finit par se transformer. D'ailleurs, on le vit sans même y penser, puisque chaque matin succède à la nuit, chaque dimanche revient après la semaine, les anniversaires, les fêtes de famille, les saisons qui s'installent et repartent. En fait, ce sont autant de rappels que la vie n'est pas une ligne droite, mais aussi peut se vivre sous forme de boucle. Et ça peut tout changer dans notre manière d'habiter le temps. Parce qu'au lieu de voir un échec comme une fin, on peut le voir comme une phase qui prépare la suivante. Comme la terre nue de l'hiver qui va préparer la fleur du printemps. Donc vivre avec le temps cyclique, c'est aussi cultiver la résilience et l'équilibre. C'est accepter les changements comme faisant partie d'un grand mouvement plutôt que de les subir. Et c'est aussi apprendre à savourer le présent, parce que chaque instant est unique certes, mais il s'inscrit aussi dans une danse qui se répète. En intégrant cette perspective, on peut comprendre que y a des hauts et des bas dans la vie, mais qui ne sont pas des accidents, ce sont des phases naturelles. Un petit peu finalement comme les battements du cœur, si vous voyez sur un électrocardiogramme, ou le cycle des marées, ou la vague qui vient sur le sable et qui repart, et c'est une nécessité. Et en les reconnaissant comme tels, en fait, on peut mieux s'adapter et donner de la valeur aussi bien aux réussites qu'aux épreuves. Alors, linéaire ou cyclique, en fait, en réalité, on vit souvent les deux visions à la fois. Le temps linéaire va nous pousser à agir, à construire, à avancer, et le temps cyclique nous apprend à respirer, à relativiser, à trouver notre équilibre. En fait, on peut imaginer un petit peu comme une roue d'un vélo. Le temps cyclique serait la roue du vélo qui tourne sur elle-même quand le vélo est en l'air. Le temps linéaire, c'est la route sur laquelle on avance. Et en fait, si on mélange les deux, en fait, c'est la roue du vélo qui avance sur la route. Donc à la fois, la roue tourne et revient, mais continue quand même d'avancer. Et puis au début du XXe siècle, un certain Albert Einstein, vous avez peut-être déjà entendu parler, est venu bouleverser complètement ça, avec sa théorie de la relativité. Il nous dit que le temps n'est pas universel, qu'il ne s'écoule pas de la même manière pour tout le monde, et que quelque part la flèche du temps, cette ligne qu'on pensait évidente, peut en fait se déformer. En d'autres termes, la science moderne, quelque part, est venue nous rappeler que le temps n'est pas une horloge universelle qui bat pour tout le monde de la même façon, mais une dimension plutôt vivante, élastique, qui va dépendre de la vitesse à laquelle on se déplace et de la gravité qui nous entoure. Alors, qu'a découvert Albert Einstein ? Avant lui, on pensait que le temps c'était quelque chose de fixe, d'universel qui s'écoulait partout, au même rythme, une seconde était une seconde, point final. Mais Einstein, avec sa théorie de la relativité, il a cassé cette idée. Il nous a montré que le temps n'était pas indépendant, mais qu'il était lié à l'espace, qu'il forme avec lui une sorte de tissu qu'on peut appeler l'espace-temps. Et ce tissu peut se déformer. Un petit peu comme une nappe élastique sur laquelle on poserait des objets, et plus un objet est massif, comme la Terre ou le Soleil, plus il va courber le tissu. Et ce qui est intéressant, c'est que cette courbure, elle va influencer aussi la façon dont le temps s'écoule. Par exemple, le temps ne s'écoule pas de la même manière pour un astronaute qui tourne en orbite autour de la Terre et pour nous qui sommes restés les pieds sur le sol. Sa montre va avancer un petit peu moins vite que la nôtre. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité qui a été mesurée, tellement réelle que les ingénieurs des satellites GPS doivent corriger ces effets de relativité pour que nos téléphones puissent nous indiquer correctement où nous sommes. En fait, sans Einstein, notre Google Maps nous perdrait en pleine campagne en permanence. Et puis il y a un autre aspect qui est intéressant dans cette relativité, c'est que plus on va vite, plus le temps pour nous se ralentit par rapport à celui des autres. En fait, c'est ce qu'on peut appeler une forme de dilatation temporelle. En fait, il faut imaginer que si vous pouviez voyager à une vitesse proche de celle de la lumière, pour vous, le temps passerait beaucoup plus lentement et vous pourriez vivre quelques années et revenir sur Terre pour découvrir que des décennies, voire des siècles se sont écoulés pour les autres. C'est un peu ce qu'on appelle le paradoxe du jumeau. Si on imagine deux frères jumeaux dont l'un part en voyage spatial à très grande vitesse et que l'autre reste sur Terre, quand celui qui est parti en dehors de la Terre revient, il est plus jeune que son frère qui est resté à la maison. Alors évidemment, dans notre quotidien, on ne vit pas à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Donc on ne le ressent pas directement, mais en tout cas ça nous dit quelque chose de fondamental, c'est que le temps n'est pas absolu. Il est relatif, et en fait il dépend de notre mouvement et de notre environnement. Et puis la physique quantique continue de développer d'autres approches et nous démontre d'autres choses. Là, en physique quantique, on entre dans un univers qui est complètement différent. On entre dans le monde de l'infiniment petit, et les règles du temps ne sont plus du tout celles que nous connaissons. Certaines équations de physique quantique disent même que fondamentalement, le temps n'existe pas vraiment. Il ne serait pas une grande horloge universelle qui tourne, mais plutôt quelque chose qui apparaît à notre échelle,
un petit peu comme une illusion créée par notre conscience pour donner du sens aux événements. Et puis certaines autres théories vont même encore plus loin puisqu'elles suggèrent que le passé, le présent et le futur ne sont pas séparés comme nous le croyons, qu'il existerait en quelque sorte en même temps, superposés, un peu comme les différentes pages d'un livre qui serait déjà écrit. Et nous, avec notre conscience, on tourne ces pages les unes après les autres et on a l'impression que l'histoire se déroule pas à pas, mais en fait, tout se déroulerait en même temps. Cette vision, elle peut sembler complètement étrange à notre mental. Mais si tout est déjà là, passé, présent et futur, alors le temps n'est peut-être pas finalement une flèche qui s'écoule dans un sens, mais peut-être une grande toile sur laquelle on circule instant après instant. Comment ça peut se traduire pour nous ? Alors si on prend un petit peu de recul, on se rend compte que ces visions du temps ne sont pas forcément contradictoires, en fait elles coexistent comme plusieurs couches d'un même paysage. On peut imaginer qu'on est dans une grande forêt et la vision linéaire, c'est le sentier tout droit qui traverse la forêt. On avance pas à pas, du point de départ jusqu'à la sortie, et c'est ce qui nous pousse à planifier, à progresser, à nous dire demain sera différent d'aujourd'hui. La vision cyclique, on pourrait la voir comme le rythme des saisons qui se succèdent autour de nous, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, et ça recommence. Et c'est ce qui va nous inviter à la patience, à accepter le rythme naturel et à faire confiance surtout au retour et aux renaissances, à comprendre que même après une nuit, le jour revient toujours. La vision relative d'Einstein, c'est un peu comme si dans cette forêt, le temps ne s'écoulait pas de la même manière pour tous les voyageurs, toutes les personnes qui marchaient dans cette forêt, que peut-être que celui qui grimpe sur la colline, le chemin va sembler plus long et que celui qui descend, en fait, ça va sembler plus court. Autrement dit, notre expérience du temps va dépendre du point de vue, de la vitesse, du poids que l'on porte. Et en fait, cette vision nous rappelle que le temps n'est pas uniforme, que chacun vit son temps à sa vitesse, selon sa gravité personnelle. Et la vision quantique, elle, c'est un peu comme si toute la forêt existait déjà en entier. Les arbres d'hier, d'aujourd'hui et de demain sont là en même temps, mais nous, avec notre conscience, nous n'en découvrons qu'un sentier après l'autre, une clairière après l'autre. Elle nous ouvre simplement à cette idée, pas si absurde que ça, que le temps n'est peut-être qu'une construction de notre mental pour mettre du sens. Alors ces différentes visions du temps, comme vous le voyez, loin de s'opposer, elles vont coexister en nous, et en fait elles s'entrelacent dans nos journées. Parce que dans nos vies modernes, on a surtout appris à penser linéairement, avancer, planifier, atteindre des objectifs. D'ailleurs, quand on fixe des objectifs, quand on organise notre semaine ou qu'on projette nos vacances, on vit dans un temps linéaire. C'est la flèche qui nous pousse en avant vers le futur, et c'est utile pour construire, pour progresser, pour donner une direction claire à notre chemin. Mais si on ne vit qu'avec cette flèche du temps, en fait, on finit souvent essoufflé en courant toujours après demain. À côté, quand on souffle nos bougies, qu'on accueille le printemps, qu'on répète un rituel de famille, on entre dans le temps cyclique. Celui qui nous rappelle que tout revient, que la vie se régénère comme les saisons. Il nous invite à nous reconnecter au rythme naturel, à nos rythmes naturels aussi, à respecter nos saisons intérieures, c'est-à-dire savoir que les moments de repos sont aussi nécessaires que les phases d'action. Et comme la nature, qu'on a besoin d'hiver pour refleurir au printemps. Quand à côté de ça, vous êtes dans une file d'attente et que ça vous semble interminable alors qu'une soirée entre amis passe en un éclair, eh bien c'est que vous faites l'expérience de la relativité du temps perçu et ressenti qui se dilate ou se contracte selon notre attention et nos émotions. Et prendre conscience de cette malléabilité, c'est déjà donner un petit peu plus de liberté dans notre rapport au temps. Et puis quand on rêve, qu'on médite ou simplement qu'on contemple le mystère de l'existence, on touche quelque part du doigt le temps quantique. Il va nous rappeler que peut-être le passé, le présent et le futur existeraient en même temps et que ce que nous appelons maintenant n'est qu'un choix de perception. Dans notre quotidien, on peut traduire ça par une invitation à lâcher prise, à accepter qu'il y a toujours plus vaste que ce que notre esprit peut saisir. Alors finalement, il ne s'agit pas de choisir entre ces visions, mais d'apprendre à jongler avec elles, comme on choisit un outil selon la tâche, et qu'on peut passer d'une vision du temps à une autre selon les moments de la vie. Par exemple, le temps linéaire pour nous aider à avancer, le temps cyclique pour nous enseigner la patience et le respect de nos rythmes intérieurs, le temps relatif pour nous rappeler que notre vécu est malléable, le temps quantique pour nous inviter à lâcher prise, à accepter qu'il existe une dimension plus vaste que notre perception immédiate. En fait, le temps, on peut le voir un peu comme un kaléidoscope. Il change de forme selon l'angle par lequel on le regarde, et c'est peut-être ça qui fait sa richesse. Il n'y a pas qu'une seule vérité, mais plusieurs qui nous invitent à chacune à vivre autrement. Et en combinant ces regards, on découvre que le temps n'est pas seulement une contrainte, il peut en fait devenir une ressource, une manière vivante avec laquelle jouer.
Être esclave du temps, c'est avoir la sensation qu'il nous échappe sans cesse. C'est courir après nos journées et répéter «je n'ai pas le temps» et finir par voir le temps comme un tyran qui nous impose son rythme. Mais le temps lui-même, c'est pas l'ennemi. Ce qui nous enferme, c'est plutôt notre rapport à lui. Alors comment passer du temps subi au temps choisi? Comment transformer ce tyran en allié? Eh bien la première étape, comme toujours, c'est de changer notre regard et donc de prendre conscience, parce que tant qu'on ne prend pas conscience de notre façon de vivre le temps, on ne peut pas le transformer. Je vous invite à écouter ou à réécouter l'épisode de la fin de la première saison sur la conscience justement. C'est un élément important dans chaque domaine. Et donc ça commence donc par observer quels sont nos automatismes, où est-ce qu'on perd du temps inutilement, quels sont nos rythmes personnels, ceux qui nous dynamisent, ceux qui au contraire nous épuisent. Et puis il y a un deuxième pas essentiel à faire, c'est de sortir du mythe de la performance permanente. Vous savez un petit peu cette idée que chaque minute doit être utile, productive, rentable. Parce que habiter le temps, c'est aussi s'autoriser à respirer, à contempler, à prendre du plaisir tout simplement. Et là, je voudrais vous raconter une petite histoire que peut-être vous connaissez déjà, c'est l'histoire des gros cailloux. Un jour, un vieux professeur donna une formation sur la planification efficace de son temps. Il proposa aux élèves une expérience, il sortit un grand pot, le posa en face de lui, puis y plaça délicatement 12 gros cailloux. Lorsque le pot fut rempli, il demanda « Est-ce que le pot est plein ?» Tous les élèves répondirent « Oui ». Alors il prit un récipient rempli de gravier qu'il versa sur les gros cailloux, puis remua le pot. Les graviers s'infiltrèrent entre les gros cailloux jusqu'au fond, et le vieux professeur demanda encore « Est-ce que le pot est plein ?» L'un des élèves répondit « Probablement pas ». Il versa alors un sac de sable jusqu'à combler les espaces, puis dit « Est-ce que le pot est plein ?» Sans hésiter, cette fois les élèves qui avaient compris répondirent « Non ». Le vieux professeur remplit alors le pot à ras-bord avec de l'eau, puis demanda finalement « Quelle vérité nous démontre cette expérience ?» Un des élèves répondit, en se souvenant du sujet du cours, « Cela démontre que même lorsqu'on croit que notre agenda est complètement rempli, si on veut vraiment, on peut y ajouter plus de rendez-vous et de choses à faire. » Non, dit le professeur, la grande vérité que nous démontre cette expérience est la suivante. Si on ne met pas les gros cailloux en premier dans le pot, on ne pourra jamais les faire entrer tous. Parce qu'effectivement, si vous commencez par mettre du sable dans le pot, au fond, puis après les graviers, à la fin vous verrez que vous ne pourrez pas mettre de gros cailloux, tous les gros cailloux que vous aviez mis au départ. Et il y aura des espaces de vide qui resteront. Alors ces gros cailloux, c'est quoi ? Eh bien, ce sont nos priorités, nos valeurs, ce qui compte vraiment pour nous. En fait, imaginez un peu, si on fait l'amalgame de l'agenda comme un jardin, et si vous ne décidez pas ce que vous voulez planter, eh bien, ça va être les mauvaises herbes, des urgences et des obligations qui vont prendre toute la place. Le secret, c'est donc de planter consciemment vos gros cailloux, et c'est là que le temps va cesser déjà d'être un tyran et va devenir un espace que vous choisissez de remplir. Et puis il y a aussi cette idée simple mais importante, c'est comment j'habite les moments qui me semblent vides. Vous savez, la salle d'attente, un embouteillage, une file au supermarché. On peut les vivre comme une torture du temps qui est long, ou alors on peut les transformer en ressources. Lire quelques pages, écouter un podcast, respirer, observer. En fait, le temps n'a pas changé, mais notre expérience, elle a changé. Et puis nous avons aussi deux grands leviers pour apprivoiser le temps. Le dilater ou le contracter. Dilater le temps, en fait, c'est enrichir le moment. C'est le rendre plus dense, plus mémorable. C'est idéal quand on veut savourer pleinement l'instant, se créer des souvenirs. Et ça se fait grâce à l'attention portée sur l'instant présent et la nouveauté, ce dont on parlait tout à l'heure. Plus on est attentif à ce qu'on vit, plus le cerveau enregistre d'informations et plus après coup ce moment paraît vaste, plus l'expérience semble nous remplir. C'est ce qui permet de rendre les souvenirs de vacances si riches, parce que chaque jour on va vivre avec des paysages, des odeurs, des rencontres qui vont être différentes, on va remplir. Alors à partir du moment où on est vraiment pleinement dans l'instant présent pour vivre ses vacances, ça va être juste une belle expansion de temps. À l'inverse, quand on est sur pilote automatique, et en fait nos journées vont se ressembler et le temps va filer à toute vitesse, mais sans en remplir, sans l'habiter vraiment. Donc la clé ici, c'est peut-être pas d'ajouter plus d'heures à nos journées, en fait, ce serait d'ajouter plus de présence à chaque heure. Et c'est là toute l'importance de ce qui est appelé la pleine conscience, être là pleinement présent à soi et à ce qui nous entoure. En fait, ça va permettre de ralentir la perception du temps et d'enrichir la mémoire de chaque instant.
Du coup, plus on porte d'attention sur l'instant, plus il semble vaste et chargé d'expérience. Un exemple très concret, c'est prendre 10 minutes pour déjeuner en pleine conscience, sans écran, en savourant chaque bouchée, en fixant sur nos sens la sensation, les saveurs. Et ces 10 minutes paraissent souvent 2 fois plus longues qu'un déjeuner pris en vitesse devant un ordinateur où on n'est pas présent à ce qu'on mange. Et ça nous offre pourtant une expérience bien plus enrichissante et un sentiment d'avoir pris du temps. Ou bien encore, on peut être attentif à nos sensations dans une soirée plutôt que de scroller sur notre téléphone ou de laisser le mental voyager entre le passé et le futur. Voilà, l'idée serait de fixer son attention sur les discussions, même si on n'y participe pas, ou sur ce qui se passe, sur les sensations, sur les émotions ressenties. Vous verrez alors toute la richesse du vécu et surtout vous aurez l'impression de profiter pleinement de votre soirée. A l'inverse, puisqu'on vient de parler de la dilatation du temps, l'autre point c'est de la contraction du temps. L'art de faire passer plus vite ce qui nous pèse. Toutefois, il faut garder en tête que contracter le temps, ça ne veut pas juste dire faire vite, c'est faire ce qui compte rapidement pour libérer de l'espace pour ce qui va nous enrichir. En fait, le temps qui se contracte, c'est ce qui se passe quand on est absorbé dans le flot. On range notre maison en musique et hop, 1 heure s'évapore. On ne se rend pas compte qu'on a rangé la maison puisqu'on a mis quelque chose de plaisant aussi à côté. Ou alors on découpe une grosse tâche en petites étapes claires, ce qui fait que ça passe plus vite puisqu'en fait c'est séquencé. Ou alors on se concentre pleinement et soudain le travail devient fluide. Eh bien souvenez-vous, quand l'attention est absorbée par une tâche, le temps s'accélère et les efforts deviennent plus légers. Et on sait également d'ailleurs que la dopamine, appelée hormone du plaisir, va être liée à cet état de flow. Donc si vous mettez du plaisir dans chaque action, si vous remettez du jeu dans vos tâches contraignantes, et bien au final, vous avez le pouvoir de choisir comment vivre les choses. Peut-être de rendre des choses désagréables où le temps passé très long en choses agréables où vous serez en plus satisfait à la fin d'avoir fait votre action. On peut donc choisir de dilater les moments qui comptent, un dîner en famille, un week-end, une rencontre, et de contracter les moments de corvée. Un autre chemin pour transformer son rapport au temps, c'est de vivre avec les cycles, puisque la nature ne fonctionne pas en ligne droite comme on l'a vu, elle alterne les saisons, l'action, le repos. Et pourquoi est-ce que nous on devrait être différents puisqu'on fonctionne avec la nature même si on l'a oublié? Donc organiser une semaine en tenant compte de nos rythmes, c'est aussi se régénérer. Un soir sans écran, une promenade régulière, un rituel de passage, ça peut être des repères qui peuvent nous donner un second souffle. Et puis parfois, il faut aussi tout simplement lâcher prise, même si c'est pas facile. En fait, accepter que le temps n'est pas seulement linéaire, qu'il peut être cyclique, relatif, voire mystérieux, que l'hiver va préparer le printemps, que les pauses préparent l'élan, que le vide prépare le plein. Se rappeler tout ça, ça aide à respirer dans les périodes où rien n'avance. Parce qu'au fond, la vraie liberté naît le jour où on comprend qu'on ne subit pas le temps, qu'on le sculpte à travers notre attention, nos émotions et nos choix. Alors, comment faire un allié? En utilisant peut-être le temps linéaire pour planifier, le temps cyclique pour se régénérer, le temps subjectif pour savourer ou accélérer, et le mystère du temps pour lâcher prise, en utilisant toutes les subtilités pour contracter ou dilater le temps en fonction des besoins qu'on a. En d'autres termes, ce n'est pas le temps qui nous possède, c'est nous qui pouvons apprendre à l'habiter. Et vous voyez, à partir du moment où on choisit d'habiter le temps plutôt que de le subir, il se transforme. Il devient un espace, un terrain de jeu et presque un compagnon. Et voilà, nous arrivons au terme de cet épisode consacré au temps, ce compagnon insaisissable, parfois tyran, parfois allié. On a exploré ensemble comment il peut s'accélérer ou s'étirer, comment il se vit différemment dans nos quotidiens pressés, dans nos rêves ou dans des états de conscience modifiés. Et surtout, on a vu qu'au fond, ce n'est pas le temps qui change, mais bien la manière dont nous choisissons de l'habiter. Parce que oui, nous ne pourrons jamais rajouter plus d'heures à nos journées, mais nous pouvons toujours rajouter plus de vie à chaque heure. Alors plutôt que de dire « je n'ai pas le temps », peut-être que la vraie question est « qu'est-ce que je choisis de mettre dans ce temps ?» Est-ce que je le subis ou est-ce que je l'incarne pleinement? Le temps en réalité n'est pas un ennemi à combattre, c'est une matière première précieuse que l'on peut transformer en souvenir, en expérience, en moment d'éternité. Je vous invite d'ailleurs cette semaine à choisir un moment très simple. Ça peut être boire un café, marcher, cuisiner, respirer et en faire un petit rituel de présence. Être bien présent et présente à ce que vous vivez. Pas pour allonger vos journées, mais juste pour les approfondir et observer ce que ça change dans votre ressenti. Et souvenez-vous,
La vraie richesse, ce n'est pas d'avoir plus de temps, mais c'est de vivre pleinement celui que nous avons. Alors comme toujours, je vous encourage à garder votre libre arbitre, ne retenez que ce qui résonne avec vous. Encore une fois, je ne prétends détenir aucune vérité absolue. Je vous partage simplement ce que j'ai appris, expérimenté, et des clés de compréhension qui, je l'espère, vous seront utiles. Si cet épisode a résonné pour vous, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à vous abonner ou à laisser un commentaire, parce que c'est grâce à vous que ce podcast peut continuer à grandir et à toucher d'autres personnes en chemin. Pour celles et ceux maintenant qui souhaiteraient aller plus loin, comprendre leur fonctionnement ou traverser une période de transformation ou bien même encore redonner du sens à ce que vous vivez, je vous invite à visiter mon site www.antares-thérapie.fr et vous y trouverez toutes les informations sur mes accompagnements, que ce soit en cabinet ou en visio, et la possibilité de réserver directement en ligne. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. Prenez soin de votre temps et souvenez-vous, le temps n'est pas là pour être gagné ou perdu, il est là pour être vécu.